Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Finalement, il suffisait de chercher pour trouver. Dernier scandale en date en matière de fraude alimentaire, les fameux raviolis en boîte Panzani préparés par William Sorin avec du cheval, évidemment. Et cette fois-ci, le fournisseur n'est pas la société Spanghero, mais du coup, dans le pays de la gastronomie et de l'agroalimentaire roi, on ne peut s'empêcher de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on mange? Tout cela alors que vient de s'ouvrir le salon le plus célèbre et le plus populaire de notre pays, celui de l'agriculture. Nous avons donc intitulé cette émission « Tripatouillage alimentaire » et voici les invités qui ont accepté d'y participer dans ce C'est dans l'air en direct comme chaque soir. Christiane Lambert est vice-présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous présidez bien entendu la fédération départementale de votre département, le Maine-et-Loire, où vous êtes vous-même installé depuis 1989. Bruno Parmentier est économiste et ingénieur des mines. Vous avez dirigé l'école supérieure d'agriculture d'Angers. Votre livre « Nourrir l'humanité » est paru aux éditions La Découverte. Et puis je renvoie également à votre blog Nourrir-Manger. Pascale Ebel est-elle directrice du département consommation au Crédoc, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Vous venez de publier votre dernière enquête consacrée au comportement et consommation alimentaire en France aux éditions Lavoisier. Enfin, Christian Jacquot est économiste et expert comptable. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur la distribution et l'industrie alimentaire. Je rappelle vos livres, Les coulisses de la grande distribution, paru chez Albin Michel, et puis celle consacrée au commerce équitable aux éditions 1001 nuits. Un premier commentaire, Christiane Lambert, qu'est-ce que j'apprends? On s'est fait doubler par les Allemands, notre agriculture n'est plus la première agriculture européenne. Oui, nous sommes très tristes. Notre objectif, c'est de redevenir leader et de contribuer ainsi davantage au redressement productif. En fait, l'Allemagne, depuis la réunification, a vu à l'est des grands espaces et a rationalisé complètement, comme elle l'a fait dans l'industrie automobile. L'agriculture a senti très tôt que c'est un secteur stratégique et a donc mis en place une organisation quasi militaire, des abattoirs de grande taille, des élevages de grande taille. Elle triche beaucoup sur le coût de la main-d'œuvre. Il n'y a pas de convention collective en agriculture et elle a fait venir des Bulgares, des Roumains, de la main-d'œuvre étrangère à bas prix. Il coûte grosso modo 4 à 5 euros de moins de l'heure que dans nos abattoirs français. Moralité, il nous double depuis 2-3 ans maintenant. Bon, parce que moi, je l'ai vu officialiser très récemment. Oui. Évidemment, j'ai bien compris qu'on ne claironne pas partout. Et ça s'aggrave. Et ça s'aggrave, c'est-à-dire que l'Allemagne continue à foncer et nous régressons. Je vous donne un exemple. En l'espace de 10 ans, l'Allemagne a augmenté son solde commercial positif de 170 milliards d'euros. C'est ce que l'Italie et la France ont comme recul. Donc ils nous piquent, ils nous taillent des croupières tous les jours sur les marchés parce qu'ils sont très compétitifs, mettant en avant de grands espaces, une extrême simplicité sur l'application de certaines normes. Il faut 6 mois pour avoir un permis de construire pour faire une porcherie de 1000 truies en Allemagne. Il faut 2 ans et demi pour faire un bâtiment en France. Donc voilà. Alors, dans votre réponse, j'entends peut-être ce qu'on a aussi envie parfois d'éviter. Mais c'est intéressant. En tout cas, le fait est là. Les Allemands sont passés devant nous. Stratégique, l'alimentation mondiale est un grand enjeu. D'autres le diront mieux que moi. Et les Allemands l'ont compris, donc ils foncent. Bruno Parmentier, c'est... Oui, bah, c'est de la grande agriculture et du grand élevage. Hein. Voilà, 1000 truies, effectivement, c'est pas des bisounours. Donc, effectivement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut, quelque part, favoriser notre modèle, de la qualité, etc. Et bon, comment est-ce qu'on peut construire l'Europe alors qu'on paye, on accepte de payer des Roumains au prix de la Roumanie en Allemagne, alors que nous, on paye tout le monde au prix des Gaulois. Donc au bout d'un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait comme Europe aussi. Ce que je retiens sur les derniers faits d'actualité, c'est qu'apparemment les Allemands font travailler dans leurs abattoirs des ouvriers roumains en les payant moins cher, et puis nous, on importe frauduleusement à un moment ou à un autre de la viande de cheval qu'on retrouve dans nos raviolis. Donc ça fait... Non mais attendez, il n'y a pas que nous. Je veux dire, la réalité, c'est que ces tests génétiques, ils arrivent sur le marché maintenant, depuis qu'on est bon en génétique. Mais donc très probablement, ça fait des dizaines d'années qu'on mange des produits moins chers à la place de produits plus chers, sans trop le savoir. Bon, on vient par exemple de voir qu'aux États-Unis, c'est 30% des poissons qui ne sont pas les vrais poissons qui sont inscrits dessus. Donc très probablement, on ne le savait pas parce qu'on n'avait pas ces tests. Et il faut se rendre compte que la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a toujours eu des fraudeurs, et il y en aura encore dans 20 ans et dans 30 ans. Donc, quelque part, il faut de la police dans cette activité, encore plus que dans d'autres, puisqu'il s'agit d'alimentation. Enfin, quand même, ce que vous venez de nous dire, c'est que ça fait donc des dizaines d'années qu'on mange du cheval sans le savoir. Bah, c'est possible. Ce qui n'est pas une catastrophe en soi, en tout cas, pas un scandale sanitaire, mais c'est un scandale alimentaire au sens premier du terme, puisque c'est de la fraude à l'arrivée. Et qu'en gros, on s'en porte pas plus mal, mais que simplement là, on est en train de s'en rendre compte parce que maintenant, on a les moyens de faire les tests.
Il y a un peu de ça. Enfin, moi, je suis désolé de vous dire que il n'y avait pas ces tests. Oui. Mais ceci dit, la réalité, c'est que la tentation de mettre un produit moins cher à la place du produit plus cher, elle a toujours existé. Donc, il faut quand même normaliser plus cette activité. À la lumière de ce que nous a dit Christiane Lambert, je trouvais important de dire en ce début d'émission sur le fait que les Allemands nous soient passés devant et avec des méthodes dont on a compris qui relèvent quand même, du quasi-militaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse revenir en arrière? Parce que ce soir, on est à la croisée de on veut payer moins cher ce qu'on mange. En tout cas, souvent, c'est perçu comme tel et on se dit, on pense au prix puisqu'on est en période de crise. 2, on a envie de produits qu'on identifie parce que finalement, ce que réclament les Français, c'est assez simple en ce moment. Ils aimeraient savoir ce qu'ils mangent. Ce qui semble quand même pas une demande absolument extravagante ou extraordinaire. Je reviens vers vous dans un instant. 3, il va bien falloir nourrir l'humanité puisque c'est le titre de votre livre. Donc voilà. Est-ce qu'on peut revenir en arrière par rapport à ces modèles industriels? Revenir en arrière, c'est un des rares secteurs où, quelque part, le consommateur peut choisir. Quand on choisit d'acheter une lasagne avec de la viande à moins de 2 euros, qu'on peut faire en 10 minutes, on choisit l'industrialisation et on choisit les appels d'offres internationaux. Si on veut manger des bonnes lasagnes, il n'y a qu'à acheter des bons produits et se les faire. Sauf que ça va nous prendre 1h30 et sûrement pas 2 euros. Donc, quand on achète un produit, quand même, le consommateur, on achète le monde qui va avec. Alors bien sûr, l'industrie, la grande distribution nous incite, nous font de la publicité, etc. Mais personne n'a jamais été obligé d'acheter un plat de lasagne. Et d'ailleurs, allons plus loin, personne n'est obligé de remanger de la viande le soir alors qu'il en a mangé à midi. Donc, quelque part, on peut aussi se faire une soupe de légumes et puis une platée de nouilles le soir. Enfin, c'est pas obligé d'avoir des lasagnes en 10 minutes. Mais de la même manière que quand je choisis un par un mes fruits au supermarché, par exemple mes pommes, puis mes prunes, puis même les cerises, qu'est-ce que je dis à l'arboriculteur? Je ne veux pas qu'il y ait une seule mouche qui se soit posée dessus. On achète du pesticide. Votre argument, ça tiendrait si on n'avait pas déjà aujourd'hui, et je vais me le faire confirmer dans un instant par Pascal Ebel, le panier de la ménagère qui reste quand même le plus cher d'Europe. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. C'est les Français avec les Suisses qui dépensent plus de 2 000 euros par an en alimentation. Et enfin, on est le pays qui dépense le plus. On est aussi un des pays où le poids de l'alimentation est le plus fort. Donc on a toujours été attaché à la qualité. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, je pense qu'il faut quand même tenir compte d'évolution des modes de vie des Français. Les femmes travaillent, nous sommes 2 ici, nous travaillons. Et donc on a besoin de produits pratiques, plus faciles d'utilisation. Juste une chose qui m'intrigue, ou en tout cas m'interpelle, le poids des dépenses alimentaires le plus fort. Nous sommes bien d'accord, ça veut dire nous sommes dans les pays européens ceux qui dépensent le plus pour leur alimentation. Oui, 14% à peu près en France. Donc on est à un niveau assez élevé. Les Américains, c'est 8%. Mais ça veut donc dire qu'on est, excusez-moi, ça veut donc dire qu'on est d'ores et déjà d'accord pour dépenser de l'argent dans notre assiette. Oui, mais enfin, soyons C'est bien clairs. gentil de nous culpabiliser avec les lasagnes à 2 euros, mais enfin, on les a pas inventées, nous, consommateurs. Attendez, Un chiffre qui tendanciellement baisse, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, c'était 2 fois plus. Oui. Il y a 10 ans, nous étions aux alentours de 17-18%. Chez les jeunes, chez les étudiants, nous sommes autour de 7-8%. Et la recherche du bas prix est un sport national. Regardez sur quoi se basent les publicités que nous recevons tous les lundis matins dans nos boîtes aux lettres. Je suis moins cher que le concurrent, venez chez moi. Donc la politique du bas prix, au nom du pouvoir d'achat, mise en avant par un certain nombre d'enseignes de la grande distribution, certaines plus que d'autres, est aussi ce qui contribue à faire que les industriels cherchent du bas prix pour apporter des prix les plus compétitifs. On va y Donc, revenir. il y a un parce que cercle non vertueux. c'est un des domaines de perturbation, oui, pour nous, et de recherche et de travail de Christian Jacquiot. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi ce que je veux dire, c'est que c'est pas essentiellement parce que les acteurs diminuent les prix que les consommateurs en recherchent. C'est simplement qu'il y a des contraintes économiques qui font que finalement, au jour d'aujourd'hui, comme le pouvoir d'achat n'augmente pas, qu'il y a des contraintes avec un poids du logement qui explose, qui lui a doublé dans le même temps que l'alimentation a baissé, qui fait qu'on n'a pas les moyens de consacrer autant d'argent à l'alimentation aujourd'hui. Vous avez une photographie de ce qu'on pourrait dire être... Je ne vous inquiétez pas, je vous redonne la parole. Attendez. Est-ce que vous avez une photographie de ce qu'on pourrait appeler les habitudes alimentaires du Français moyen? Est-ce que ça peut se caractériser en quelques mots ou mon expression n'a plus de sens aujourd'hui? C'est à elle que je pose la question. Simplement, par exemple, dans ce qu'on mange le plus, en France, c'est du pain. Ça reste le pain. Ce qu'on mange ensuite, en plus, ça reste des légumes, des fruits. Chez les enfants, par contre, c'est des plats composés. Il faut juste comprendre qu'il y a une évolution qui est que on donne aux plus jeunes, et donc les plus jeunes générations sont habitués à manger de plus en plus de plats tout prêts, des sandwichs et pizzas, et que eux, dans leur régime alimentaire,
Ils sont habitués à aller vers Donc ces ce sont eux produits-là. qui mangent la viande de cheval depuis des années. Ce sont donc les enfants et les jeunes générations qui consomment des plats préparés depuis des années. En effet, on a vraiment cette évolution et les plus âgés n'en ont jamais consommé des plats tout prêts industriels. Et on a un budget moyen, du français moyen pour se nourrir? Ah ben c'est ça, 2 000 € par an en alimentation. 2 000 €? Sans compter la restauration et tout ce qui se fait Voilà, à l'extérieur. ce qu'on mange chez soi, Ce qu'on achète dans la grande petit déjeuner, dîner, Voilà. puis éventuellement ce qui reviendrait à l'heure du déjeuner. Par ménage. Hein. Bon, je sais pas, ça vous... Mais attendez. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je vous rends C'est pas pas compte. beaucoup. En 1960, on dépensait 2 fois plus pour manger que pour se loger. À ce moment-là, quand on recevait son salaire, en moyenne, c'était le quart du salaire. Aujourd'hui, on dépense 2 fois plus pour se loger que pour manger. Qu'est-ce qui nous a mis dans la tête cette évidence? Que tous les ans, le logement c'est plus cher, mais tous les ans, la nourriture ça devrait être moins cher. Mais Monsieur Bouygues, il ne fait pas d'effort de productivité comme les autres. Et donc bientôt d'ailleurs, on va avoir cette chose stupéfiante, on va dépenser autant pour ses loisirs que pour manger. Mais on voit d'ailleurs les jeunes étudiants, ils arrêtent de manger ou ils mangent que des nouilles en fin de mois pour continuer à se payer le sacro-saint téléphone portable. Donc au bout d'un moment, c'est des choix dans la vie. On veut vraiment bien manger ou on veut seulement en disant, des téléphones excusez-moi, portables. j'utilise mon portable, donc ce soir je vais manger de la viande de cheval dans mes raviolis. Enfin, Non, ce soir, je vais manger que des nouilles et un sandwich en fin du mois. Voilà. Je me prive pour la nourriture parce que le téléphone portable, c'est sacré. Donc, c'est une échelle de valeur dans le Avant monde. de donner la parole à Christian Jacquiot, premier reportage de cette émission, consacré bien entendu, entre autres, au dernier scandale en date qui touche, là en l'occurrence, les raviolis, pardonnez-moi, la société Panzani, mais à travers la mise en boîte de ces raviolis par William Sorin. Là aussi, évidemment, c'est du cheval qu'on vient de retrouver. Au Salon de l'Agriculture, où les Français continuent de se précipiter par centaines de milliers, le public n'est pas surpris du tout et les éleveurs, eux, ne se sentent absolument pas visés. On met en cause tout d'abord le rôle des abattoirs et un à un les distributeurs, vous le savez, comme les grandes marques d'ailleurs, annoncent qu'ils vont se fournir en viande 100% made in France. Quant à la viande de cheval vendue comme telle, eh bien ces ventes, elles, explosent dans les boucheries chevalines. Reportage de Margot Chouraki et David Lemarchand. Le 50e salon de l'agriculture s'est ouvert dans un drôle de climat. Le scandale de la viande de cheval a choqué, mais a aussi suscité les curiosités. La consommation d'équidés a même augmenté depuis l'affaire. Ces jeunes de Narbonne en raffolent et ironisent sur la peur des autres. C'est pas bien de manger du cheval parce qu'on monte à poney et tout. Voilà, c'est comme si on vous disait qu'on mangeait du chat. Le chat c'est gentil, c'est pour câlin et tout. Mais au final, Ding il mange du chien et du chat. Non, c'est pas vrai, non. Au-delà de la plaisanterie, la tromperie a choqué les esprits des Français, jusqu'à même modifier leurs habitudes alimentaires. La consommation des surgelés à base de viande de bœuf s'est effondrée, moins 45% durant la première semaine de la crise. Ça ne me surprend pas, ça m'inquiète juste parce que on commence à se poser des vraies questions sur ce qu'on mange. Il y a longtemps qu'on se doutait qu'il y avait des problèmes. On s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il y avait dans les raviolis. Hein. Je pensais que c'était mieux surveillé que ça, quoi. Donc, ouais, ça fait peur, ouais. Vous savez, tout est business maintenant. Tout est question d'argent. C'est pas question de bouffe, c'est question d'argent. Là où il y a de l'argent, ils y vont. François Hollande veut rendre obligatoire l'étiquetage sur l'origine des viandes utilisées dans les plats cuisinés. Une annonce qui laisse dubitatifs les éleveurs, contraints eux par la réglementation à la traçabilité de leurs animaux. Si c'est fait, puis si c'est suivi, si c'est contrôlé, oui. Mais voilà. C'est un effet d'annonce. Oui, ben, il y en a eu beaucoup des effets d'annonce, mais bon, après voilà. Nous, à notre niveau, au niveau de la production, nous ça part, c'est la traçabilité, il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien. C'est à partir des abattoirs que ça se passe. Alors c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut... voilà. Nous, de notre côté, on n'a rien à se reprocher, c'est tout étiqueté, on est contrôlé, du moment que le veau naît jusqu'à temps qu'il est à l'abattoir, nous, on n'a rien à se reprocher. C'est après. En ligne de mire, les industriels et la grande distribution forcés de s'adapter pour éviter des pertes. Certaines enseignes hexagonales se sont engagées à utiliser de la viande 100% française dans leurs plats cuisinés, car ils y ont tout intérêt.
servent bien de nos races et tout pour faire un produit d'appel, pour attirer les gens avec des publicités, des annonces. Ça attire le public, ça. Tout à fait. Mais le 100% bœuf français a un prix. Les plats cuisinés tricolores coûteraient 10% plus cher que si la viande était importée. Pour cette enseigne de la grande distribution, le problème est ailleurs. Ce n'est pas une question de prix, mais de quantité disponible. On a signé avec la Fédération nationale bovine pour trouver justement la matière première qui va nous permettre de répondre à cet engagement, à cette demande. Je pense que peut-être pour une partie des producteurs français, c'est une formidable aubaine parce que peut-être qu'ils n'avaient pas les débouchés nécessaires et le fait de leur mettre à disposition ces débouchés, cette possibilité d'approvisionner en matière première française des plats cuisinés frais Carrefour, je pense que ça c'est une vraie solution. L'enseigne tricolore refuse d'évaluer l'impact financier sur les consommateurs, mais réitère son engagement du juste prix. En clair, la marque devra rogner ses marges ou obtenir des concessions des éleveurs français. Alors, première question après ce reportage très intéressant. On se rend compte d'ailleurs que les Français sont parfaitement lucides, se posent des bonnes questions, enfin voilà, et remontent tout ça dans leur tête de façon très claire. La question est la suivante. N'est-il pas illusoire d'espérer une traçabilité totale au vu de la complexité des circuits et des règles européennes? Ça, c'est ce qu'on vient de découvrir grâce à cette histoire de viande de cheval. Qu'en pensez-vous, Christian Jacquiot? Bah écoutez, je crois que ce n'est pas un problème de traçabilité, c'est surtout un problème de matière et d'élevage, effectivement. On voit des gens très nombreux, on l'a dit, qui vont au salon de l'agriculture voir les petits veaux, les petits cochons, etc. C'est merveilleux, c'est le seul endroit où on peut les voir, parce qu'aujourd'hui, si on veut voir Mickey, on va à Marne-la-Vallée. Si on veut voir un petit cochon, il faut aller à la porte de Versailles, puisqu'il n'y a plus de cochons, finalement, dans nos campagnes. C'est tout le problème. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, 82% des poulets sont élevés dans des univers concentrationnaires, dans des hangars, etc. 99% des lapins qui sont consommés sont aussi élevés hors sol, les veaux de la même façon, etc. Donc, je veux dire, c'est un modèle que décrivait tout à l'heure Mme Lambert, qu'elle présente comme un modèle d'avenir, qui pour moi est un modèle complètement arriéré, j'allais dire, et qui est complètement ringard, parce que là, on revient en arrière. Quand on parle de grossir comme le font les Allemands, on revient en arrière. Dans le nord de la France, Christian Jacquiot, juste une chose, il faut toujours le rappeler dans ces cas-là, on peut critiquer le modèle ou dire qu'il y a des dysfonctionnements, d'ailleurs on les observe et on y consacre une partie de cette émission. Mais cette agriculture intensive, elle nous a fait manger après-guerre. Non, si. Non, non. Ah bon? Non, je vais vous dire, non, ah bah, vous avez raison. Expliquez-moi comment. Vous avez raison, elle nous a fait manger, vous avez mille fois raison. Sauf qu'elle n'est pas rentable. C'est-à-dire que si vous ne payez pas, vous, des impôts, s'il n'y a pas la PAC, s'il n'y a pas tout ça, c'est un modèle qui est en faillite, il faut bien le reconnaître. Chaque année, il faut payer de l'impôt, il faut subventionner pour que le modèle existe. Quand Virgin est en difficulté, il disparaît. L'agriculture française, elle est subventionnée depuis la nuit des temps, et s'il n'y avait pas cette subvention. Donc il n'est pas viable, ce modèle, pardonnez-moi, il n'est pas viable du tout. Et en plus, il nous empoisonne, il pollue, etc. Donc je veux dire que on voit bien que c'est voilà, pas... Apocalypse Now. Non, mais tout à fait. Donc je veux dire par là que, si vous voulez, on voit bien que c'est un modèle d'arrière-garde du XXe siècle certainement, et on a aujourd'hui en Picardie par exemple un projet d'usine à vaches, ils appellent ça comme ça là-bas, de 1000 vaches, 750 veaux qui vont être élevés aussi dans des hangars. Est-ce que c'est ça le modèle? Est-ce que c'est ça qui va permettre demain de se nourrir correctement? Après, on peut tracer évidemment, il peut y avoir toute la traçabilité que l'on veut bien, tracer ce genre de produits, des poules élevées dans des hangars, je ne crois pas que ce soit vraiment la solution pour bien se nourrir. Alors, vous nous dites, la traçabilité n'est pas le problème unique, il y a aussi le modèle en tant que tel. Bruno Parmentier voulait réagir, puis on fait un tour de table là-dessus sur quand même la traçabilité. C'est la question qui nous est posée. N'est-il pas illusoire d'espérer une traçabilité totale au vu de la complexité des circuits et des règles européennes? Non, mais attendez, moi je voulais réagir à ce qu'il dit. Quand une entreprise n'est pas rentable, elle ferme. Oui, mais attendez, on y croit, nous, à la France qui importe 100% de sa nourriture? Je veux dire, la politique agricole commune, en fait, on devrait l'appeler politique industrielle commune. En fait, c'est de la subvention à Renault et à Peugeot. Ça consiste à dire, on ne veut pas trop augmenter les salaires pour que dans l'industrie on puisse continuer à faire, donc on va vendre aux gens la nourriture à moitié prix. Donc on paye la moitié de sa nourriture à la caissière du supermarché et l'autre moitié au percepteur. Le percepteur fait un chèque à l'Europe et l'Europe fait un chèque aux agriculteurs pour qu'ils continuent à livrer à la coopérative en dessous des coûts de production. Bon, on a bien le droit de vouloir ça. C'est pour ça que... On paye aussi les intermédiaires, les traders et le reste. Mais quelque part, on veut... les citoyens français, on veut trois choses relativement incompatibles. On veut que la nourriture soit pas chère. Et ça, on veut s'aligner sur les cours de la nourriture des pays les moins chers. On veut le lait au prix de la Nouvelle-Zélande. Oui. On veut, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, on dit, on aime l'environnement. Mais on ne peut pas imposer des normes environnementales à tout le monde. Donc pour l'environnement, c'est l'Europe. Pour les prix, c'est le monde. Pour l'environnement, c'est l'Europe. Et ensuite, pour les salaires, chacun redevient de son pays. Les Allemands payent comme des Roumains et les Français payent comme des Français. Alors on a bien le droit de faire ça, à condition de payer
de se payer ces 3 demandes, et ça s'appelle politique agricole commune. Parce qu'il y a beaucoup de gens en ville qui pensent que la politique agricole commune, c'est pour enrichir les agriculteurs. Mais moi, je leur dis, vous connaissez beaucoup d'agriculteurs riches, vous? Et puis, il y a 50 ans, quand on a commencé, il y en avait 5 millions. Maintenant, il y en a 600 000. Oui. Donc, s'il y a un truc, à quoi sert la politique agricole commune? C'est à retirer des agriculteurs de la campagne, c'est pas à les enrichir. En fait, c'est une politique pour pouvoir se nourrir régulièrement avec des produits pas chers et les normes que l'on souhaite. La traçabilité est-elle illusoire, Christiane Lambert? Non, la traçabilité est réelle. Après, il y a des affirmations caricaturales que je conteste complètement. Oui, je vous comprends. Lorsqu'il y a ce que l'on voit aujourd'hui, l'agriculteur l'a très bien dit, une vache qui sort d'une exploitation, elle a 2 boucles d'oreilles, elle a un passeport. Ce passeport la suit jusqu'à l'abattoir. À l'abattoir, lorsqu'elle est abattue, chaque muscle est identifié et il est ensuite étiqueté jusque chez le boucher. Là où c'est plus compliqué... Manger des raviolis en boîte, vous? Oui, là où c'est plus compliqué, c'est lorsqu'il y a des plats préparés. Parce que là, l'étiquetage n'est pas obligatoire. Vous vous souvenez du logo viande bovine française? Bien sûr. 1996. Nous, éleveurs, nous en avons tiré tous les enseignements. Étiquetage total, contrôle interne, contrôle externe, sanctions lorsque certains trichent. Donc, il y a des tricheurs, sanctionnons-les. Il y aura toujours des tricheurs qui essaieront de passer au travers des mailles du filet. Mais la traçabilité existe, ne laissons pas dire n'importe quoi. Après, par contre, et François Hollande a raison de dire, il faut que l'Union européenne fasse cet étiquetage au plan européen. On ne peut pas être isolé et vivre dans sa bulle, nous les Français. Si les Allemands, les Irlandais, les Italiens ne veulent pas faire d'étiquetage, puisqu'il y a circulation des marchandises dans un marché unique, eh bien nous les Français, nous ne pourrons pas être à hauteur. On est quand même d'accord que quand ça part de Roumanie, que ça passe par le Luxembourg, que ça descend par le Portugal, qu'entre-temps j'ai 3 intermédiaires, pardonnez-moi, que le gars à Chypre achetait des choses qu'il ne voyait pas. Enfin, oui, mais là, c'est pas pareil, monsieur. Monsieur Calvi, c'est pas pareil. La traçabilité, c'est de dire, lorsque l'animal quitte par voyage, on sait ce qu'il fait. Après qu'il y ait des circuits commerciaux différents, nous manquons de viande en France. Il y a eu diminution. Le scandale, excusez-moi, il démarre avec une étiquette qu'on a retirée d'un paquet et qu'on a changé pour en mettre une autre. Hein. Oui, mais c'est de la triche. C'est-à-dire que normalement, il y a une étiquette. C'est comme si, pardonnez-moi, après le marché, je fais comme les glaneurs, je remplis ma barquette et après je vais vous le vendre en écrivant bio. Oui, c'est aussi caricatural que ça. Permettez-moi, monsieur Calvi, c'est parce que quelqu'un a triché. Oui, oui, oui. Il y a eu un tricheur. La règle, c'est qu'il y a une étiquette qui suit la pièce d'un bout à l'autre. S'il y a des tricheurs, qu'ils soient sanctionnés. Autre chose est les circuits commerciaux. En France, nous manquons de certains muscles, nous manquons de certaines pièces. Je vous donne un exemple pour un autre animal, le cochon. Tiens, parlons du porc un peu, ça va changer. Un peu du porc. En France, nous sommes des gros consommateurs de jambon. Il nous faudrait des porcs à 6 pattes, donc 4 pattes arrière. Donc on importe des jambons venant d'Espagne, venant d'Allemagne, etc. Et par contre, nous exportons des oreilles, des avants, des poitrines, du lard. Vous en mangez de moins en moins, certainement, du lard, vous mangez plutôt du jambon. Eh bien, certains pays sont friands de ça. Nous vendons aujourd'hui des oreilles de cochon. Il y a des containers entiers d'oreilles de cochon qui partent en Chine à 2,50 € le kilo, c'est du jamais vu. Alors que nous importons du jambon morceau noble d'Espagne à 2,20 € le kilo. Donc ces circuits de commercialisation, ils existent toujours et ils existeront toujours, n'en déplaise à M. Duclos. Attendez. Là, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter le nombre de porcs en élevage en France pour nous retrouver uniquement avec des jambons français. Parce qu'il y a un moment, c'est tout ou partie de la bête. Et que donc, il y en a une partie qui va être vendue dans d'autres coins d'Europe où on aime manger ces parties qui, pour nous, aujourd'hui, sont considérées comme non nobles ou en tout cas ne font plus partie, comme chez nos grands-parents, de notre alimentation. Oui. Parce qu'il faut plus de temps pour les cuisiner, très souvent. J'entends bien, et que nous ne mangeons plus que les jambons. Voilà. C'est bien ça? Oui, et c'est pareil pour le bœuf. Nous sommes des gros mangeurs d'arrière de bovins. Par contre, sur les avants de bovins, la meilleure façon de les valoriser, c'est de faire des steaks hachés. Et on fait des steaks hachés tracés en France. Par contre, il y a des tricheurs, punissons les tricheurs. Si je vous dis, faisons plus de porcs, et vendons le reste à d'autres pays pour avoir nos jambons français chez nous. Vous me répondez quoi? C'est pas possible? Alors là, le problème est que aujourd'hui en France, nous sommes en diminution de cheptel-porc parce qu'il devient très très difficile d'implanter une porcherie, même une petite porcherie. J'ai un ami qui veut implanter une porcherie en Lozère pour 80 truies, pour faire de la charcuterie lozérienne. Pour des raisons environnementales. Oui, les algues vertes, etc. Bien sûr, les eaux polluées. Les algues vertes, monsieur, vous ne connaissez pas votre géographie française. Hein. Non, pas en Lozère. Ah, pas en Lozère, en Bretagne. Mais c'est en Bretagne qu'on produit du porc. Oui, mais justement, quand on veut implanter une porcherie en
Lozère, Ah bah, en on Lozère, ne c'est crée autre pas chose. d'algues vertes. On est d'accord là-dessus? Non, on simplement pollue les nappes phréatiques, simplement. Non, tout du simplement. tout. Non, du tout, monsieur, parce qu'on utilise les lisiers intelligemment pour cultiver. Moi, je fais du maïs avec 0 engrais, monsieur. Parce Allez que en j'utilise Bretagne, le vous ne verrez lisier pas un petit cochon à bon dans les escient. champs. Il y en a Vous pas. êtes Attendez, bourré c'est de intéressant. clichés. Non, attendez, Vous comment êtes on fait du clichés. maïs avec 0 engrais? Ça m'intéresse beaucoup. Je fais du maïs avec 0 engrais minéral acheté parce que j'utilise du fumier et du lisier que produisent mes porcs pour nourrir mes sols. Le maïs ensuite nourrit les porcs. J'ai recréé un cercle vertueux. Donc les caricatures Et vos porcs du sont nourris avec 20h, quoi monsieur, vous les gardez. Vos porcs sont nourris c'est avec fini. quoi, chère Madame Lambert? Ils sont Vous comment? nourrissez comment vos porcs? Avec le blé et le maïs de mon En exploitation bio, à en extérieur. 75%. C'est formidable. En agriculture Vous êtes la conventionnelle. seule, vous êtes une pionnière. pas- Laissez-moi parler. En agriculture conventionnelle, pas en agriculture biologique, mais en agriculture conventionnelle respectueuse de l'environnement, démarche certifiée. des mots, ça. Et donc on est loin de vos. Non, c'est pas du bio, monsieur. Ce sont des mots, pas du bio. Non, Ah c'est pas du une bio. réalité, c'est certifié officiellement par une démarche validée par le ministère de l'Agriculture. Christian Lambert, je connais mon sujet. Alors, pardonnez-moi, comme je ne peux pas laisser un match de boxe entre vous deux ce soir, ce serait pas raisonnable pour nos téléspectateurs. Je reviens juste sur la question de la traçabilité. Moi, je retiens une phrase de ce que nous ont dit les Français qui ont convoyé au Salon de l'Agriculture, c'est en gros, on aimerait savoir ce qu'on mange. Non, mais sur la traçabilité, il faut juste comprendre que là, elle est complètement appliquée, puisqu'en fait, on a retrouvé les lots. Donc, c'est vraiment pas un problème de traçabilité, c'est des gens qui trichent. Donc, ça a bien été dit. Et en effet, c'est complètement différent. Et en France, on a été très, très fort sur la traçabilité et on a rassuré les consommateurs parce qu'ils ont confiance dans ce système où on retrouve les lots. Et là, on voit bien qu'en l'origine, ce que vous avez cité tout à l'heure Panzani, on sait très bien d'où vient l'erreur. Donc on est bien d'accord, on n'est pas confronté à un problème de traçabilité, mais uniquement de truanderie. De fraude, si je voilà. puis Et dire. ça a De toujours fraude. existé. Et c'est pas que sur ce secteur-là, ça a toujours existé. Et alors ça se combat comment, la fraude? En multipliant par 3 les contrôles, les fonctionnaires faisant des contrôles? Bien sûr. Et la Ça hauteur va être des difficile. sanctions. hein. En consommant Et la dans la hauteur des proximité aussi. sanctions. Et en consommant dans la proximité. En ayant des circuits beaucoup plus courts que ces circuits-là. Oui, Bruno enfin, Parmentier. Je veux dire, il y a un a priori que la personne qui habite à 50 km de chez moi est forcément honnête, et celle qui habite à 500 km l'est pas, et alors à 2000 km, non. Non, mais bon, mais je veux dire, on construit C'est l'Europe. à 50 km, Je veux je peux dire, le voir. Entre Européens. Attendez, à 50 km, je peux le voir. Je peux lui taper dans la main. Je peux éventuellement voir ses petits cochons et accessoirement l'engueuler. Non, mais- Mais je suis désolé, Oui, mais il ça, faut quand même ça qu'il- change quand même beaucoup les choses. faut Alors quand même après, qu'il y ait évidemment qu'on ne va pas faire une agriculture totalement sous cloche, mais on est quand même une grande puissance agricole, même si les Allemands nous sont passés devant. Il y a un patrimoine conscient et inconscient dans la tête des Français, même si on traverse une période de désenchantement sur l'industrie agroalimentaire. Alors voilà, Est-ce qu'on peut dire un mot sur les modes de consommation? Non, je veux juste qu'il Non, termine dans un non, mais instant. ok, si on veut manger proche, on peut encore. Oui, c'est on vrai. va chez son boucher, on va chez son charcutier, et on lui demande d'où vient le cochon et d'où vient le bœuf. Mais si on Non, achète, non, je suis désolé, si on chez mon achète boucher, le surgelé j'ai pas l'impression que cher, je connais on le nom de achète l'animal l'industrie. et que je sais Ben même oui. qu'il allait boire au fond du champ à Ben droite. oui, c'est donc bien. ça Mais existe bien sûr, quand oui. même. Ça existe. Oui, ça a un prix, hein. Mais ça a un prix. Et c'est- Quand on va acheter des lasagnes à 2 C'est euros, bien pour les on riches. achète de Pardonnez-moi, l'industrie. Qu'est-ce c'est que bien vous pour les riches en ville, ce que je viens de Mais oui. décrire. Voilà. Mais ça fait pas tous les Français. Mais pour pouvoir faire de la production à très grande échelle pas chère, c'est forcément de l'industrialisation. Donc c'est forcément des appels d'offres internationaux. Voilà, donc Mais vous c'est deux- pas forcément synonyme de Et cette danger. idée, les autres Européens sont malhonnêtes, ne mangeons que français, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a choisi de faire l'Europe, faisons l'Europe. Je veux dire, attends, il y en a qui ont dit, attends, il y a une usine au Luxembourg. Enfin, le Luxembourg, c'est l'Europe, mais l'Espagne, c'est l'Europe. Enfin, nous vendons plus de produits alimentaires à d'autres que ce que nous en achetons. Donc, notre unité, c'est l'Europe. J'ai découvert aujourd'hui qu'on venait de tester les hamburgers en Afrique du Sud. Ne m'expliquez pas que c'est l'Afrique, etc., parce que ça, bon, sur 139 échantillons faits par l'université qui a mené les enquêtes, 68%, c'est-à-dire 70% des hamburgers testés, il y avait de l'âne, du buffle, etc., etc. Je suis désolé, vous me dites que c'est très bien à Non, l'étranger. coup de gueule, Mais grand non, coup de mais- ménage, grand ménage Mais de grâce. attendez, Qui c'est peut des avoir Français qui ont confiance? fraudé là. Moi, ce qui m'ennuie en tant qu'agricultrice et en tant qu'éleveur, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes exigences et tout le monde ne s'impose pas les mêmes règles. Franchement, l'agriculteur, quel qu'il soit et quelle que soit sa taille, en France, il est soumis à une réglementation draconienne. Il y a une direction générale de l'alimentation qui est garante de la sécurité sanitaire des produits. Ça part de l'exploitation, ça va jusque chez le boucher, ça va jusque chez le grand distributeur. Il faut des Vous ne contrôles. pouvez pas nous dire on est Après- tellement bien qu'il n'y a pas de problème, alors non, des problèmes on en mais découvre tous les jours. Permettez-moi juste de terminer en vous disant qu'il y a des modes de consommation qui ont changé. 25% de ce que nous mangeons dans les cantines ou dans les restaurations collectives. Parce que sur la semaine, on n'a pas tous le temps d'aller faire ses courses. Il y a place pour les circuits courts. Ils représentent aujourd'hui en France, et l'achat
achats directs aux producteurs, ils représentent 5 à 8% selon les produits. La grande majorité des produits alimentaires, 83%, sont achetés en grande surface. Donc, même s'il y a en tendance une augmentation des circuits courts, il restera quand même une majorité des achats de consommation en grande surface pour des raisons d'organisation de la société. Donc il faut tout faire. Et s'il y a aujourd'hui des révélations de cette nature, franchement c'est choquant. Moi ça me choque en tant que c'est tous les jours, je suis désolé. Aussi. Comme je l'ai dit au début de l'émission, il suffisait de chercher pour trouver. Voilà. Alors, c'est ça qui est terrifiant. Quand le président de la République dit dimanche matin... Pardonnez-moi, et quand on nous dira que dans les boules, pardonnez-moi, dans les raviolis ou dans les cannelloni, il y a de la sueur, on ne sera même pas surpris. Étiquetage des plats cuisinés. Étiquetage des plats cuisinés. Et chaque industriel, chacun devra rendre des comptes. Juste une remarque, Pascal Ebel, concernant le premier scandale, celui du cheval roumain. On s'est rendu compte que même avec 4 ou 5 intermédiaires qui se sont tous foutus de l'argent dans la poche, la viande continuait, importée de Roumanie, le cheval continuait à être moins cher que du bœuf qu'on est racheté en France. Qu'est-ce que ça nous dit de la réalité du marché et de ce problème de fraude ? C'est étonnant parce que la viande chevaline en France, elle est plus chère que la viande de bœuf. Oui. Alors sans doute alors que les ventes montent de 15%. Oui, mais parce qu'on en consomme en France et qu'il y a des pays où on n'en consomme pas. Donc, en Roumanie, qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Il y a eu un afflux de viande de cheval sur le marché. Pourquoi? Parce que la circulation en charrette a été interdite. Moralité, il y a tout un tas de chevaux de réforme qui sont arrivés dans les abattoirs et la viande coûtait 40% moins cher. Ça fait de la marge, 40%. Oui, et tout cela a été révélé par notre ami Perico Légas. Donc, second reportage de cette émission. Il y a un marché, en tout cas, où la spéculation explose et c'est évidemment celui des céréales. Les producteurs français sont directement impactés par le marché à terme, notamment de la bourse de Chicago. Leurs revenus peuvent d'ailleurs varier du simple au double. Autrement dit, lorsqu'ils quittent le siège de leur moissonneuse-batteuse, c'est pour s'asseoir dans le fauteuil devant leur ordinateur. Et il faut vendre quand évidemment les cours sont au plus haut. Mais là aussi, nos céréaliers ont quand même appris à s'organiser. Laurent Hirsch, Joël Lefebvre, Pierre-Jean Perrin. Avec 200 hectares de blé et 50 de colza, à proximité de Compiègne, Marc Darentière dirige une exploitation agricole conséquente. S'il garde en permanence un œil attentif sur ses champs, depuis quelques mois, il en a toujours un autre rivé sur son compte Twitter. Là, on voit sur Wikagri, par exemple, que les farmers argentins craignent une dévaluation du pesos. Qu'en Ukraine, mer Noire, il se passe des choses. Longtemps, le blé produit par Marc Darentière était vendu à un montant minimum garanti. Mais suite aux dernières réformes de la politique agricole commune, les prix des marchés locaux dépendent directement des cours mondiaux. On n'avait pas cette culture avant puisque cette partie marché influençait peu notre revenu. Maintenant qu'il fait varier notre revenu du simple au double, je dirais qu'on est obligé de s'y intéresser, tout comme à l'agronomie. Ça fait partie des outils à utiliser pour produire du blé maintenant. Ainsi, plusieurs fois par jour, ce céréalier consulte, non sans une certaine anxiété, les cours du blé. De 170 € la tonne en mai dernier, ils ont grimpé jusqu'à 275 € en novembre, avant de retomber ces jours-ci à près de 240 €. On voit ici qu'entre ce point-là et ce point-là, on a une variation de 60% du prix. Et cette variation de prix, si je ne la maîtrise pas, elle influence mon revenu dans les mêmes proportions. Vous en avez vendu un petit peu déjà ou pas? Alors bien souvent, les agriculteurs se tournent vers des sociétés de conseil spécialisées. Ici, un céréalier se demande s'il doit vendre son colza. Tout à fait. Alors, ce que vous pouvez éventuellement pour protéger vos colzas, c'est prendre une assurance à la baisse, c'est-à-dire un put. Comme ça, vous vous engagez pas sur le physique, mais au moins, vous avez pris une assurance contre la baisse des cours et vous protégez votre revenu en prenant sur Euronext un put colza. Un jargon technique, du vocabulaire financier, qui malgré tout ne rebute pas les exploitants agricoles. Grosso modo, on sait qu'il y a un peu plus de 100 000 agriculteurs qui nous suivent sur notre site internet, sur le site Agritel. Après, on va dire d'agriculteurs qui ont accès directement à la hotline, c'est-à-dire chez nous, ils sont environ 4 000. Et à vous appeler? Ils nous appellent assez régulièrement pour savoir un petit peu, surtout quand les marchés bougent comme hier où les marchés ont beaucoup chuté. Cette fois-ci, ils vont nous appeler de manière un peu plus fréquente. Autre possibilité, créer des groupes d'échange d'informations boursières, sorte de mini-clubs d'investissement. À grand renfort de courbes et autres diagrammes,
les participants s'initient au secret de la finance appliquée à l'agriculture. De quoi se former à tous les outils de vente existants, y compris les plus surprenants. On peut vendre du blé qui sera semé dans seulement un an. Ça paraît incroyable, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. On ne peut pas s'engager d'avance sur plus d'un tiers à 50% de sa récolte, en fait. Il y en a qui l'ont fait. Oui, mais ils payent la différence de prix. S'il y a une catastrophe, ils payent la différence de prix. L'échéance 1938-25. À Rouen, vous avez dit... Déstabilisant pour beaucoup d'agriculteurs français qui, longtemps protégés par la PAC, se sentent un peu novices. Aux États-Unis, ça existe depuis plus d'un siècle. Le marché à terme de Chicago, il existe depuis très très longtemps. Donc c'est des techniques qui sont certes un petit peu nouvelles chez nous, mais qui sont très anciennes sur le marché américain. On est des agriculteurs, on n'est pas des spéculateurs, mais on essaye de comprendre, sachant depuis 5 ans que le marché nous est ouvert, c'est de comprendre son fonctionnement pour ne pas le subir. Ils veulent vendre au mieux, c'est tout. Voilà. À force de s'adapter, les céréaliers français finissent par peser sur le marché. Avec par exemple plus de 35 millions de tonnes par an, ils sont les premiers producteurs de blé en Europe. Reportage passionnant de Laurent Hirsch. On a cette question de téléspectateurs. Y a-t-il des traders pour tout? Le blé, la viande, les légumes, les carburants, etc. Bien sûr. Bien sûr. Pour le blé, par exemple, il va arriver à changer de main 46 fois dans l'année, mais de façon virtuelle, en fait. En vérité, il n'y a que 2% des contrats à terme qui donnent lieu à un transfert physique. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a des opérations, des gens qui vendent dans la journée, dans la semaine, etc. Donc, on ne parle plus d'agriculture, on parle de finance véritablement. Donc, c'est la bourse dans l'image la plus classique. La bourse, je t'achète, je te revends, je te revends, je te rachète. C'est de l'argent qui circule. Ce ne sont plus des matières premières. C'est pas du blé, c'est pas du soja. C'est de l'argent qui tourne, tout simplement. Et on fait de l'argent avec la nourriture, quand même, des individus et de la population. Vos camarades qui font... Vous faites du céréal, vous aussi? Oui, mais ce sont mes porcs qui le mangent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, alors, on dit des traders. C'est vrai que celui qui s'est mal comporté est un vrai trader. La vraie dénomination de ce métier, ce sont des négociants. Ce sont des négociants. Ce sont des circuits complexes, mais qui ne doivent pas être opaques. Ça fait toujours le joli mot. Un négociant, c'est quelqu'un qui achète et qui revend et qui stocke. Et là, on ne fait que de l'argent. On achète virtuellement. Non, ils ne font pas que de l'argent. Et c'est faux de dire... 2% seulement. C'est faux de dire... C'est vrai pour le blé, c'est pas vrai pour le vin, c'est pas vrai pour les fraises, c'est pas vrai pour les animaux. Là, on parlait des céréales, donc voilà. 2% du blé est effectivement transféré physiquement. Le reste, c'est 98% qui fait l'objet de spéculation. Tout le blé est livré quelque part. Il va bien à un moment être transformé dans une entreprise ou une coopérative. Après, c'est à Chicago, effectivement, que sur support papier, il y a eu une augmentation des transactions, c'est-à-dire qu'ils changent demain. Voilà pourquoi il y a eu une demande d'encadrement des opérations boursières, ça s'est fait aux États-Unis. Oui, Christiane Lambert, mais quand il y a 46 intervenants, on est bien d'accord pour dire qu'il n'y a pas 46 fois un camion qui a transporté les 2 tonnes de blé pour les amener... Là, effectivement, c'est du trading. Là, effectivement, ça a été encadré aux États-Unis en encadrant les opérations physiques et les opérations papier. Alors, vous nous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'il n'y aurait pas de spéculation si on produisait assez de blé. Le problème, c'est que, quelque part, l'agriculture mondiale arrive à un tournant, on n'arrive plus à augmenter la production agricole mondiale autant que la demande. C'était pas la peine de foutre tous ces pesticides alors. Oui, mais attendez, non mais ça a marché pendant 50 ans, mais maintenant on arrive vraiment au bout des limites de la planète. Bon, donc il faut trouver une nouvelle dynamique. La réalité, c'est que à la fin du siècle précédent, grosso modo, sur 10 années de production de céréales, enfin le blé plus le maïs plus le riz, grosso modo, il y avait à peu près 7 années excédentaires et 3 années déficitaires. Bon, et bien là, depuis l'an 2000, il y a eu 8 années déficitaires. Les années déficitaires maintenant en céréales sont plus nombreuses que les années excédentaires. On n'arrive plus à produire suffisamment et on est à la merci du moindre incident climatique dans les zones céréalières. Alors par exemple, en 2007, incident climatique, émeute de la faim dans 36 pays. Par exemple, en 2010, sécheresse en Russie, inondation au Pakistan, etc. Eh ben, ça a été une cause directe du printemps arabe. Et puis, en 2012, sécheresse historique aux États-Unis et de nouveau aussi sécheresse en Russie, Ukraine, Kazakhstan et la récolte en Australie est pas mauvaise. Donc de nouveau, les stocks sont très bas. Mais le problème, c'est très agaçant d'avoir un trader qui spécule sur la nourriture, mais vous pouvez être sûr que s'il y avait suffisamment de matière, ils iraient spéculer ailleurs. Du blé, ça peut se conserver combien de temps en silo avant d'être transformé? Des années. 2, 3, 4, 5 ans.
Non, mais excusez-moi. C'est la différence. Donc, vous imaginez, ça veut dire qu'on peut spéculer 46 fois chaque année qui passe sur du blé qui a été produit en 1988 oui, c'est-à-dire François Mitterrand était encore président de la République. Le gros avantage des céréales, c'est que ça se garde. C'est sec, ça se garde, etc. Donc on peut plus spéculer dessus que sur les fraises qui ont une durée de vie de 10 jours. J'ai bien compris. Tout le monde le comprend. Mais, en effet, c'est même accessible à mon entendement. Mais je veux dire, dans les baguettes qu'on mange en ce moment, il peut y avoir du blé qui a 20 ans. Mais je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a très peu de réserves, parce qu'il n'y a pas suffisamment de production. L'augmentation de la population mondiale crée une augmentation de la demande extrêmement importante. Aujourd'hui, la Chine crée un appel d'air énorme par rapport à une population qui explose. La Chine et l'Asie du Sud-Est en général. Vous êtes en rouge, vous voulez vendre aux Chinois. Voilà, par exemple. Mais on leur vend des oreilles de cochon qui continuent à les acheter, surtout. Et plus sérieusement, quand la demande alimentaire mondiale augmente de cette façon-là, c'est vrai qu'il faut repenser les modèles agricoles dans tous les pays. Juste une chose, quand les céréales et le prix du blé augmentent, vous nous avez bien dit en début d'émission que le pain restait quelque chose de très important dans la consommation des Français. Ça impacte les pâtes italiennes et le pain français. Il y a vraiment eu un choc qui a bien marqué la consommation en France. Parce que les étudiants qui mangent des nouilles en fin de mois, je pense que pour eux, ça a un peu d'importance. Mais on n'a jamais eu une augmentation aussi forte qu'en 2008 sur toute l'alimentation. Donc c'était la conjonction du carburant, mais surtout le prix du blé. Donc l'alimentation, c'est le panier a augmenté de 15% en prix. Donc les pâtes, les œufs, ça se répercute après sur la production animale. Donc d'abord tous les circuits courts, donc la volaille. Et aujourd'hui, on a encore de l'élevage qui coûte très cher. Et finalement, ça conduit à ce que les consommateurs réduisent leur volume d'alimentation. Et ça a vraiment été une contrainte qui fait qu'aujourd'hui, ils ont changé. Et quand on se plaint qu'ils dépensent peu, c'est bien parce qu'il y a eu cette augmentation. Donc quand on dit qu'il ne faut pas répercuter les prix, c'est parce que derrière, les consommateurs n'arrivent pas à absorber une hausse de 15%. Ça a été 5% sur 2008. C'était la première fois et du coup, ils ont réduit leur panier. Et ça, les financiers n'ont jamais autant gagné. Mais non, ils ont gagné de l'argent, bien sûr, sur le blé, sur les céréales, sur toutes les matières premières. Donc, je veux dire, quand on dit on rémunère pas, bien sûr que oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand même d'entendre la représentante de la FNSEA défendre ce modèle, parce que cet argent que prennent les spéculateurs et les financiers... J'ai dit qu'il fallait le réguler. L'argent que prennent les spéculateurs et les financiers, c'est autant d'argent qui ne revient pas au monde paysan. Parce que les paysans pourraient vendre, et quand bien même il y a pénurie, comme dit monsieur, c'est aux paysans à ce moment de voir leur cours monter, de mieux vendre, et sûrement pas des spéculateurs de gagner de l'argent sur le dos à la fois des paysans et des consommateurs. Il a été créé, à l'initiative de la France et du G20, un organisme de régulation des marchés qui a permis cette année, par exemple, d'éviter que l'Ukraine fasse un embargo. Ça s'appelle le Forum de réaction rapide et c'est la FAO qui le chapeaute. Donc on a régulé, monsieur, et c'est la FNSEA qui l'a souhaité. Dernière mauvaise nouvelle de la soirée avec un petit tour dans les vignes maintenant. La viticulture française représente 3 à 4% de nos terres cultivables, mais elle consomme 20% des pesticides utilisés dans notre pays. Dans le Bordelais, jusqu'à 90% des vins testés récemment contenaient des pesticides, parfois jusqu'à 9 molécules différentes. Du coup, on regarde évidemment sa bouteille autrement sur la table, la France étant le premier pays européen consommateur de pesticides et le 3e au monde. François-Xavier Rigaud et Stéphane Lopez. Cette famille de producteurs de vin depuis 3 générations dans la région de Bordeaux a décidé il y a 3 ans de passer en agriculture biologique. Le bio, c'est de vendanger au bon moment. Parce que si on attend trop, on sera bloqué par la pourriture et si on vendange trop tôt, on ne sera pas assez mûr. Les 25 hectares de leur propriété sont désormais certifiés vin bio. Daniel et son fils Frédéric n'utilisent plus aucun pesticide pour lutter contre les champignons très fréquents dans cette région humide. On le voit, nous, très bien. Nous, on traite plus depuis X années, et ça fait au moins 7-8 ans qu'on n'a plus un point d'insecticide, et on n'a pas plus de maladies, on fait le rendement à peu près correct, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Une révolution pour Daniel. Viticulteur depuis l'âge de 14 ans, il a bien connu les années fastes du tout chimique, les années 90. On a eu la folie, disons, des années où le vin se vendait très bien et que les gens avaient pas simplement d'argent. Et on avait des représentants qui passaient chez nous, vous mettez ici, vous mettez là, vous verrez, vous n'aurez plus d'herbe, vous n'aurez plus de maladies. Et alors là, on s'amusait même quelquefois à mettre double dose pour ne pas avoir de problème parce qu'on avait les moyens de le faire. Moi, je sulfatais comme ça, sans cabine. Je ressortais tout bleu ou tout jaune ou tout vert suivant la couleur du produit. Bon, ça m'a pas trop... Si, une fois, je me suis empoisonné, une fois, j'ai terminé à l'hôpital très gravement. Même le grand-père le disait et tout, Noël au balcon, pas cotisons. Alors, Dans la viticulture dite conventionnelle, non biologique, les pesticides sont toujours présents, et en nombre. Ce laboratoire près de Bordeaux a récemment analysé plus de 300 échantillons
de vins de la région. Le résultat est sans appel. Dans 90% des vins testés, on trouve des traces de pesticides, mais toujours dans les limites maximales autorisées. Alors on a trouvé jusqu'à 9 molécules sur un vin. Donc, 9 molécules de pesticides? Ouais, 9 pesticides. Donc là c'était un cas extrême, ce qui peut démontrer en fait une utilisation non raisonnée des pesticides dans le vignoble. Et là on peut se poser des questions sur la toxicité des vins. Alors prises les unes indépendamment des autres, il n'y a aucun problème au niveau législatif. Mais par contre, quand on mélange toutes ces molécules ensemble et qu'on les ingère, là on peut se poser des questions. À elle seule, la viticulture représente 20% de la consommation de pesticides en France, alors qu'elle n'occupe que 3% des surfaces agricoles. En 2008, un plan éco-phyto est lancé. Objectif, réduire de 50% la consommation des pesticides en 10 ans. Pourtant, depuis cette date, les ventes de fongicides, d'insecticides et d'herbicides continuent de progresser sur le territoire. Ce directeur d'exploitation d'un grand cru classé de Saint-Émilion continue, lui, d'utiliser des pesticides, mais de façon raisonnée. On fait à peu près 6 ou 7 traitements par an, et avec des produits qui ne sont pas classés au niveau toxicologique, ou très faiblement classés, seulement irritants, pour justement notre propre sécurité, celle de mes salariés, et puis aussi pour nos acheteurs de vin, nos consommateurs, pour qu'il n'y ait pas de traces de résidus dans nos bouteilles de vin. La France est aujourd'hui le premier utilisateur de pesticides en Europe et le 3e dans le monde. Il y a un lobby de l'agrochimie qui est très important, notamment en Europe. Après, c'est un choix politique aussi, parce que les lobbies, ils font vendre, donc on paye de la TVA, on paye... C'est une manne, c'est un peu comme les cigarettes. On sait que c'est nocif pour la santé, mais on n'interdit pas la consommation de tabac parce que ça rapporte de l'argent à l'État, simplement. Les premières victimes de l'utilisation excessive de ces produits seraient les viticulteurs. Une étude parue la semaine dernière montre que l'on trouve en moyenne 11 fois plus de pesticides dans le corps des salariés viticoles que chez les riverains habitant loin des vignes. Utilise-t-on de plus en plus de pesticides dans l'agriculture française? Christiane Lambert. Il y a eu sur les 10 dernières années une diminution, mais il y a eu depuis la mise en place du Grenelle de l'environnement l'objectif affiché de réduire de 50% si possible. Ça ne baisse pas aussi vite que nous le souhaitions. Pourquoi? Parce que depuis 2009, année au cours de laquelle s'est mis en place le programme, il y a eu une succession d'événements climatiques qui ont rendu les choses plus compliquées. Je m'explique, des étés chauds et ça humides... Ça n'explique pas que 4% des terres cultivées, en l'occurrence pour la vigne, utilisent 20% des pesticides. Enfin là, on touche au pinard, c'est-à-dire que c'est quasiment... c'est une mystique française. Je finis. Il y a eu des étés chauds et humides où il y avait plus d'insectes et plus de maladies. C'est vrai que nous avons en France une superficie importante en vigne, en arboriculture, qui sont des secteurs plus utilisateurs de produits phyto. C'est aussi dans ce secteur qu'il y a le plus de changements de pratiques et nous espérons que dans les 2 années qui viennent, on va avoir des changements en diminution. Christiane Lambert, j'ai envie de vous qui êtes une femme de tête, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas justifier tout. Alors évidemment, il y aura toujours une raison, un coup de chaleur, un coup de ceci, un coup de cela. On vient de voir certains de vos confrères qui nous disent que finalement ils ont basculé sur le bio. Je ne vous dis pas qu'on va tout faire au bio, personne ne le croit. Mais en tout cas, ce qu'on appelle une agriculture raisonnée, vous savez très bien que nous serons obligés d'y aller. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire raisonner? Parce que comme toujours, en français, quand on utilise un terme, après, il veut dire tout son contraire et plus rien du tout. Mais enfin voilà, eux, ils sont passés au bio sans difficulté. On sait qu'ils sont exposés à des maladies beaucoup plus que les autres. Vous savez qu'un certain nombre des produits qui ont été utilisés dans les exploitations agricoles étaient dangereuses d'abord pour les exploitants agricoles. Enfin voilà, vous ne pouvez pas vous satisfaire de cette situation. On reste quand même le premier pays européen utilisateur de pesticides et le 3e au monde. Le 3e au monde, mais c'est monstrueux, non? On est au travail, monsieur. Et les choses changent. 170 000 agriculteurs se sont formés en l'espace de 3 ans pour utiliser mieux les produits. Quand la première préoccupation, c'est la santé, par rapport à leur propre santé, je crois qu'ils l'ont dit, on a eu fait n'importe quoi, le papy le disait, on change. Maintenant, ce que nous attendons de voir, c'est qu'on puisse le quantifier. Mais c'est vrai que ça ne change pas aussi vite que nous le souhaitons. Moi, je pense que ça crée un problème de confiance beaucoup plus grave que vous ne semblez croire. Ça ne change pas aussi vite que nous le Christian Jacquiot. Parce que j'entends effectivement le discours de Mme Lambert, c'est effectivement idyllique, et ce n'est pas la première fois que vous le tenez. Si on regarde maintenant les chiffres de l'industrie de la chimie agricole, on voit qu'au contraire, le chiffre d'affaires augmente de façon considérable. Bah oui. J'ai ici les chiffres de Monsanto, plus 13%
sur un an seulement. Le chiffre Donc, d'affaires, c'est... Non, c'est pas le chiffre Mais d'affaires, attendez, c'est le volume. Monsanto Alors, fait plus 13% en l'idée- France l'an voilà. dernier. L'idée- Ça veut dire qu'on a utilisé l'idée que vous plus développez- 13% de produits Monsanto. Ça, L'idée c'est- qui est développée avec 13% en l'agriculture prix. raisonnée, qui est un leurre complet, c'est de dire on va être raisonnable, on va en mettre moins. Bien sûr, pourquoi? Parce que l'industrie chimique, dans le même temps, concentre davantage ses produits. Donc là, on mettait 10 gouttes, on en mettra 5, mais l'effet est le même, et sur la santé, et sur l'environnement. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on meurt du cancer en France, il y a 240 000 cancers chaque année en plus, c'est-à-dire 20 fois plus que les accidents de la route et 75 fois plus que le sida quand même. Et qu'une grosse part de ces cancers proviennent effectivement de ces produits chimiques qu'on retrouve dans notre alimentation. Donc je crois qu'il est temps de changer. Mais non, ne dites pas non, vous le savez très bien, y compris d'abord chez les paysans, chez les agriculteurs, qui sont les premières victimes de ces pratiques. Je crois que c'est en effet un grave problème qu'on laisse sous cloche. Mais Pascal Ebel, est-ce qu'ils vous en parent, les Français, dans leurs habitudes de consommation? La peur du pesticide. Oui, c'est vraiment le produit dont on a le plus peur. Dans les années 2000, c'était la vache folle, etc. Et aujourd'hui, ça grimpe depuis 2000 et on a 75% des Français qui ont peur des pesticides. Mais c'est à la fois parce que le bio a été mis en avant, c'est aussi parce qu'on a dit que le bio était meilleur et donc les gens ont peur des pesticides. Et ils regardent les pesticides surtout sur les fruits et les légumes, mais ils ne savent pas que c'est dans le vin qu'il y en a le plus. Ils ne pensent pas que comme c'est un produit un peu transformé, ils n'imaginent pas qu'il y en a beaucoup dans le vin qu'ils boivent. Après, je voudrais juste dire qu'à l'inverse, le dernier accident qui a fait des morts, c'est sur du bio, l'Escherichia coli qu'il y a eu en 2011. C'était bien parce que c'était un produit bio. Donc il ne faut pas croire que sans aucun pesticide, on va protéger la santé des Français. Voilà. Comment les Français vivent-ils, on va dire, le rapport à la confiance? Je pense qu'inconsciemment, il y avait quand même une assez grande fierté d'une industrie agroalimentaire dont on se disait qu'elle était en train de conquérir pendant très longtemps, dans les années 70 puis 80, des parts de marché dans le monde entier. Et que quand les étrangers viennent en France, même nos biscuits au supermarché, ils vont les acheter, ils nous disent que c'est bon. Donc ça, c'est un acquis. Mais cet acquis n'est pas définitif. Donc, est-ce que vous voyez arriver les traces d'une crise de confiance entre les consommateurs français et notre industrie agroalimentaire? Oui, il y a vraiment, mais ça c'est vrai pour plein de sujets, c'est-à-dire que sur la confiance qu'accordent les consommateurs sur l'alimentation, les acteurs en qui ils font de moins en moins confiance, c'est en effet d'abord l'industrie agroalimentaire, ils ont un peu plus confiance dans la grande distribution et la confiance ne fait que baisser. Et en effet, dès qu'il y a un incident, ça accroît cette baisse de confiance. Mais je voudrais juste dire que le fait qu'il y ait une confiance qui soit de plus en plus faible, ça fait qu'ils dépensent moins. Donc il faut recréer une confiance. Il faut retrouver des systèmes qui redonnent confiance dans ce système parce qu'en effet, on ne va pas s'en passer. Donc s'il n'y a plus l'industrie en France, c'est forcément on continuera à acheter des produits industriels qui viennent d'ailleurs. Vous voulez dire que la crise de confiance se traduit par le fait d'acheter des produits moins chers? On se dit, je ne vais pas payer plus cher mes produits français dont je croyais qu'ils étaient faits de meilleure qualité si je les paye plus cher et que finalement je peux trouver la même chose ailleurs, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que par rapport aux plus jeunes, comme ils n'ont pas confiance et qu'ils ont d'autres envies, ils dépensent de moins en moins. Et c'est la première fois qu'on voit une baisse forte des dépenses alimentaires en volume par habitant. Ça s'était jamais vu. On a eu ça en 2008, en 2009, en 2012, en 2013. On va avoir cette baisse. Alors que d'habitude, quand il y a une crise économique, c'est pas sur l'alimentation qu'on se restreint. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on est en train de se dire? Non mais vous avez formé nos agriculteurs dans vos écoles. Excusez-moi, vous avez exercé ce métier pendant combien de temps? 10 ans. D'accord. En 10 ans, est-ce que les cours en matière d'agrochimie ont évolué? Dites-moi la vérité. Oui, évidemment, on était une école dans l'Ouest, on était l'école du productivisme, donc j'ai essayé de la transformer en l'école de l'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire intensifier les processus écologiques, intensifier le ver de terre, l'abeille, le champignon, la bactérie, etc. Comme avant, on intensifiait les processus chimiques. Bon, et il faut quand même se le dire, on peut produire autant avec beaucoup moins de chimie. Donc c'est très bien qu'il y ait des agriculteurs bio qui aillent jusqu'au bout, qui disent, moi, c'est Géron. Oui. Bon, mais pour le moment, la bio, c'est passé de 2 à 3%. Donc, il faut aussi s'occuper des 97. D'accord. Bon, et pour le moment, c'est vrai que depuis le Grenelle de l'environnement, on n'a pas vraiment réussi à avoir ce qui était normal, une baisse très significative de l'achat de pesticides. Alors, le problème, c'est qu'il est à la fois de la réglementation... Et pourquoi? Ben oui, parce que c'est deux choses. C'est à la fois de la réglementation, mais c'est surtout essayer... comme fait par exemple le ministre de l'Agriculture actuel, de créer une dynamique vers d'autres pratiques. Mais ça veut dire que c'est changer totalement les pratiques. Ça veut dire que par exemple, il faut arrêter de labourer, il faut couvrir les champs 365 jours par an, il faut remettre des haies un petit peu partout,
parce qu'avec cette chose simple, ben, il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'oiseaux. Vous avez vu tout à l'heure les paysages qu'on a vus, ben, il n'y a plus d'oiseaux, c'est bourré d'insectes, donc insecticides. Donc si on veut qu'il y ait moins d'insecticides, eh ben, il faut remettre des haies, donc remettre des oiseaux. Mais en même temps, avec ces haies, on va avoir des arbres qui vont aller chercher les éléments nutritifs à 5 mètres de profondeur au lieu de 50 cm. Donc on aura aussi moins besoin d'engrais. Donc c'est une révolution complète de nos pratiques agricoles qui doit maintenant partir de la terre, du sol et des processus biologiques et ne plus faire confiance aux processus biologiques, tout remuer et remettre des produits chimiques. Et donc ça, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. C'est plus qu'un bouleversement, là, ce que vous dites. C'est quasiment un changement de civilisation à l'échelle française. Ouais. Christian Jacquiot. Non, mais j'allais dire, effectivement, c'est un changement de modèle. À partir du moment où vous mettez des milliers de poulets dans des hangars, par exemple, et bien oui, on aura recours aux antibiotiques, bien sûr, on n'a pas le choix. Quand vous mettez 23 poulets au mètre carré, on ne peut pas faire autrement. Je crois qu'on s'est aussi un petit peu trompé d'appellation. On a parlé d'agriculture biologique à tort, en faisant une agriculture de niche. Moi, je préférais parler d'agriculture tout simplement, et puis qualifier l'autre l'agriculture chimique, parce qu'il s'agit bien de ça, l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture chimique, c'est ce que l'on consomme tous les jours. Il faut l'appeler par son nom, en fait, et je pense que ça aurait changé la perception qu'auraient effectivement les consommateurs. Aujourd'hui, on a l'impression que la bio, c'est un truc de niche pour riches, etc. Or, c'est quelque chose qu'on doit à l'ensemble des consommateurs. Chacun a droit à une alimentation de qualité, et pas seulement des gens qui ont les moyens de la payer. Et en plus, j'ai envie de dire, parce qu'on a beaucoup parlé de prix, quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand nous payons un produit, nous payons le prix cher, le prix fort. Donc, on a le droit, là aussi, à un produit de qualité. Simplement, il y a beaucoup de gens au cours du parcours, qui sont les gens de l'agroalimentaire, les gens de l'agrochimie, de la grande distribution, qui s'enrichissent au passage et qui font qu'il y a peu pour les paysans et que finalement le consommateur paye très cher ce qu'il consomme. Est-ce qu'il y a un produit au marché dont on peut dire qu'il est quasiment, qu'il est plus poussé, qu'on ait pu me le vendre, ou une viande, ou un poisson dont on puisse me dire, franchement, il y a quasiment zéro trace de chimie là-dedans? Le bio. Enfin, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de gens malhonnêtes, même dans cette niche. Mais enfin, le bio. Non, mais bien sûr qu'il y a des malhonnêtes dans le bio. Enfin, pourquoi voulez-vous qu'il y en ait pas? Non, mais ce serait absurde. Non, mais attendez, comme le bio est très minoritaire, il s'autocontrôle beaucoup mieux que le reste. Oui, donc bien le sûr. bio est probablement, effectivement, de très bonne qualité. Les patates qui ne sont pas bio et qu'on achète au marché, est-ce qu'on peut les imaginer sans une tonne de pesticides dedans? Ben, évidemment qu'on peut les imaginer. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Non, ben, pour le moment. Si elles n'ont pas de produits phytosanitaires, elles sont en agriculture biologique. Si elles sont en agriculture conventionnelle, elles en ont, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a des résidus à l'intérieur. Oui. Je crois qu'il faut faire attention. Combien on en met Les produits phytosanitaires, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il faut arriver bien sûr à réduire énormément leur utilisation, ne les utiliser qu'à bon escient. Je rappelle que dans l'analyse tout à l'heure présentée au laboratoire, il y a présence de 9 traces, toujours en dessous de la limite maximum de résidus, parce que sinon on va arriver ce soir à douter de la bouteille de vin. Vous aimez votre ouvrir. métier et par définition ceux qui le font. Donc c'est pas à vous que je vais expliquer le nombre d'exploitants agricoles qui ont été confrontés à des problèmes de santé. Moi j'ai fait des interviews mais terrifiantes. Enfin, et les gars ils étaient même en imaginant, comme le disait l'exploitant agricole qu'on a vu tout à l'heure dans son champ, dans les années 70, ils aient envie de rigoler et qu'ils en aient foutu 2 fois plus juste pour voir ce que ça donnait. Je veux dire, ils en ont payé les conséquences, quoi qu'il arrive. À l'époque, on ne savait pas. Moi, mon propre père utilisait des produits phytosanitaires sans protection aucune, ni masque, ni gants, ni combinaison. Évidemment qu'il en a pris plein pot. Aujourd'hui, tout agriculteur doit utiliser, tout salarié doit se protéger aussi. Donc on doit à la fois choisir les produits les moins nocifs possibles, réduire leur utilisation et se protéger pour les utiliser. Le consommateur n'a pas de masque aussi, c'est tout le problème. Et le consommateur n'a pas de masque, on passe aux questions SMS. Est-il vrai qu'il y a 10 fois plus... Ah bah ils suivent nos téléspectateurs, qu'il y a 10 fois plus de pesticides dans un verre de vin que dans un verre d'eau du robinet? Oh bah non, il y en a dans l'eau du robinet, malheureusement. Aussi. Bon, il y en a quand même dans le lait maternel, ce qui est complètement terrifiant. Aujourd'hui, si on prend le lait au sein de la mère, il y a des résidus de pesticides, d'insecticides et de fongicides. Existe-t-il un lien démontré entre pesticides et cancer chez l'homme? Oui. Il est très probable que oui. Pas tous les cancers. Je veux dire, le tabac et l'alcool provoquent aussi beaucoup de cancers, même s'ils ont des pesticides ou pas. Mais évidemment, il y a probablement beaucoup de nos cancers qui viennent dit des comme pesticides. ça me convient. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter qu'il y a des études qui ont été faites, justement parce qu'on n'est pas inconscient et qu'on veut savoir. Une étude qui a été conduite par la Mutualité sociale agricole sur des agriculteurs et sur des salariés d'exploitation agricole. Globalement, les agriculteurs ont moins de cancers que les autres en global, mais sont plus sujets à certains cancers, notamment de la peau et des yeux. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment protéger ces deux parties-là du corps.
Nous en avons moins. Pourquoi? Parce que nous vivons en plein air et parce que nous n'avons pas les mêmes contingences que des citadins qui vivent en milieu fermé. Mais bien évidemment que ces études sur le lien entre pesticides et cancer, il faut les poursuivre. Vraiment. Une phrase. Juste une phrase, c'est simplement les travaux du professeur Bellepomme auxquels je vous renvoie et qui démontrent exactement le contraire de ce que vous venez de dire. La France ne devrait-elle pas être autosuffisante en matière d'agriculture et d'élevage? Je vais vous dire, moi je la trouve logique cette question. Pleine de bon sens, on ne demande que ça. Et si on veut du patriotisme économique en matière agricole, moi je salue ceux qui ont dit on va prioriser les produits français. C'est une enseigne de la grande distribution, je crois, Carrefour. McDonald's a dit je veux que des pommes de terre françaises pour faire mes frites, mais qu'ils se multiplient les exemples comme ceci. Parce qu'en plus, ça maintiendra les emplois en France. Et donc ça sera tout bénéfice. Et comment on reconnaît une frite française d'une frite qui ne l'est pas? Elle est tracée. Elle est tracée? Non mais attendez, il y a quand même un problème, par exemple, que la politique agricole commune, la New Look, est en train de louper. Une bonne partie de notre élevage mange des protéines d'Argentine. Bon, on ne va pas pouvoir continuer à élever des animaux qui mangent des végétaux essentiels, produits à 15 000 km d'ici. Ah bah donc il faut absolument une politique européenne pour que nos animaux ne mangent que des végétaux européens. Alors, ça veut dire quoi? Des barrières douanières, des accords de favoritisme entre pays de l'Union? Il faut réinciter à la production de protéines végétales en Europe. Alors qu'on a complètement arrêté du soja? En disant il y a du soja pas cher sur le marché, on va importer le soja. Donc il faut réimplanter des légumineuses qui soient effectivement adaptées à nos Il faut que je fasse tourner, j'ai 2500 questions. Pourquoi mes légumes locaux sont-ils plus chers que ceux provenant du bout du monde qui sont acheminés par avion? Parce que les gens qui les fabriquent au bout du monde gagnent 3 fois rien. Donc l'alimentation a un prix, ça revient à ce que nous disions tout à l'heure. Pour bien manger, il faut mettre un peu d'argent en plus. Mais nous, entre-temps, on a payé pour l'impact quand même, ce qui veut dire qu'on finance et pour autant on n'a pas le produit. 80 centimes par jour. 80 centimes d'euros, oui, ben faites le compte, 80 centimes par jour pour une alimentation quand même en régularité d'approvisionnement. Et sans les à-coups que citait M. Parmentier tout à l'heure. Pourquoi vouloir manger des fraises en février? Il vous en parle encore de ce genre de choses? Ça a baissé en fait. Il faut savoir qu'avec la crise économique et avec l'envie d'aller plus vers du développement durable, on mange moins de fruits exotiques et on mange moins de fruits hors saison parce qu'il y a eu des communications et les consommateurs ont pris conscience en fait que c'était important de manger des produits locaux. Et ça marche bien. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à la prochaine question, elle me fait rire. Sait-on vraiment quel poisson se trouve dans les sushis que nous mangeons? Évidemment que non. Apparemment aux États-Unis, 30% de fraude sur les poissons et 80% dans les restaurants de sushi. Donc alors, finalement, on ne sait pas. Ce que vous venez de dire, et c'est une des dernières enquêtes et des révélations, notamment sur ce qu'on appelle le red snapper. Je ne peux pas le traduire en français parce que voilà, mais on s'est rendu compte qu'on avait des quantités de fraude absolument faramineuses. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est ce que l'on mange quand on mange un poulet aujourd'hui français. C'est la question aussi, parce que personne ne se la pose, il faut se la Avec poser. un label, oui. Avec un label, oui, mais tous les poulets ne sont pas labellisés, on est bien d'accord. Que sont devenus tous les plats préparés qui ont été retirés des magasins? Alors ça, c'est une vraie question. Ils vont les jeter et c'est un gros problème de gaspillage. Pas tous. Certaines enseignes les ont mis pour l'instant en frigo. Les associations caritatives ont souhaité pouvoir en bénéficier en les réétiquetant et en enlevant 100% bœuf. Mais vous avez raison, c'est une hérésie. C'était pas un scandale d'hygiène alimentaire, ni même un scandale de santé publique, en tout cas pour l'instant. C'est un scandale de fraude. C'est une tromperie économique. Donc le produit, il est sain, mais il n'est pas 100% bœuf, il contient du cheval. S'il est marqué dessus, contient du cheval, beaucoup d'associations, j'ai entendu les banques alimentaires le dire, le Secours catholique le dire, donnez-nous-les, cédez-nous-les, et on les distribuera à ceux qui en ont besoin. Qui contrôle ce que l'on mange dans les petits fast-foods? C'est-à-dire pas dans les grandes chaînes? Les services CCRF, oui. Les services de la répression des fraudes. Ils font des contrôles dans tous les petits restaurants. Donc, il y a de moins en moins de contrôles, qui sont bien démantelés, donc il y a de moins en moins de contrôles pour autant. Oui, alors le ministre du Commerce expliquait l'autre jour qu'il allait essayer de friser le nombre de ses agents, au moment où tout le monde est en train de perdre des siens. Sous le quinquennat précédent, le nombre d'agents a fortement diminué. Ah ça c'est sûr. Voilà. Le marché de la nourriture fonctionne-t-il comme la finance? En l'occurrence, plus tu triches, plus tu gagnes. Est-ce que vous trouvez que ça s'applique? Sans aucun doute. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça règle, ça échappe au règlement. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la nourriture, c'est quelque chose de particulier et que c'est peut-être pas un marché. Moi, je ne suis pas normande, mais je vais vous dire, ça dépend. Lorsque vous parlez du blé par rapport à la formation qu'on a vue tout à l'heure, oui, c'est vrai que le blé, c'est coté et c'est très fluctuant. Sur le prix du porc, il n'y a pas de trader. Sur les bovins qui sont vendus au marché du coin et qui finissent chez votre boucher, il n'y a pas de trader. Parce qu'il n'y a pas la même amplitude aussi, donc il n'y a pas le même argent à faire. Mais cette amplitude-là, elle est liée à la rareté, donc il faut produire plus de denrées partout sur la planète pour qu'il y ait moins de risques de manquer et donc moins de spéculation. Quel est le produit alimentaire qui contient le plus de pesticides? Le vin. Le vin, hein? Le vin et les fruits. Le vin et les fruits? Le vin et les fruits. Pourquoi? Non mais attendez, quand on choisit ses fruits un par un au supermarché, un par un, qu'est-ce qu'on est en train de dire?
On est en train de dire à l'arboriculteur, je ne veux pas qu'une seule mouche se soit posée sur ma cerise. Je ne veux pas qu'une seule pie commence à manger les cerises. Bon, ben on est en train de dire à l'arboriculteur, 3 passages de pesticides. Je veux qu'elles aient toutes le même calibre, qu'elles brillent et qu'elles ne soient pas difformes. Les cerises, ça se vend par kilo. Enfin, c'est une folie de la vendre une par une. Donc, quelque part, il faut que les téléspectateurs comprennent que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Et donc, si on veut des fruits soi-disant parfaits, jamais un verre dans sa pomme, eh ben, il y a des pesticides. Quelle viande peut-on s'offrir avec 795 € par mois? La viande de volaille, c'est celle qui a le plus baissé et c'est celle qui fait qu'on peut continuer à manger de la viande. Voilà. Mais de quelle volaille parle-t-on encore une fois? 22 volailles. Non, mais la volaille qui est peut-être pas aussi bonne que la volaille de Brest, monsieur, mais de la volaille qui est bonne en protéines pour la nourriture de nos enfants et pour l'équilibre alimentaire. De jolis petits cochons, de jolis petits veaux, de jolis petits poulets qui gambadent, etc. Mais ça, il n'y a plus dans nos campagnes françaises. Ah si, il y en a, je vous invite à en voir dans le Maine-et-Loire. Je vais vous inviter dans le Maine-et-Loire. J'ai fait un grand périple en Bretagne, j'ai cherché des petits cochons dans les champs, il n'y en a plus. Les gens consomment du cochon, il n'y en a pas dans les champs, ils sont tous dans des hangars, etc. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir, c'est que les gens n'ont plus cette relation. Ils sont parfois aussi bien dans les hangars que dans les prés, monsieur, lorsqu'il fait moins 10 degrés ou lorsqu'il fait 38 degrés. Oh, réfléchissez. C'est un grand principe, Christiane Lambert a réponse à tout. Agriculture industrielle et bonne qualité, est-ce vraiment compatible? C'est à l'ancien directeur d'école d'agriculture que je pose la question. Enfin, c'est-à-dire l'agriculture avec des Demandez-lui. l'agriculture qui produit, enfin, l'industrie qui produit des centaines de tonnes, c'est forcément normalisé. Alors, ce qu'on appelle agriculture de qualité, c'est de la petite niche. Mais si on dit je veux tellement pas cher que produisez-moi 500 tonnes par an, évidemment que c'est normalisé. Le dernier mot à Pascal Ebel qui apparemment avait un avis sur la question. Oui, non, moi je pense qu'en effet, forcément, et plus c'est une entreprise qui est grande, plus elle a besoin de faire attention à son image et plus elle va faire du contrôle elle-même. Voilà. Voire fin du. Très bonne conclusion. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rediffusion, j'ai plus mon horaire, mais ça me reviendra. Attendez, 22h35, vous pensez? Très bien. Alors 22h35 a décidé Bruno Parmentier. On verra bien à ce moment-là. Demain, 17h45 pour un nouveau direct. Et auparavant, Axel de Tarlé, excusez-moi, et son invité. Avant de nous séparer, juste un petit coucou amical à nos amis du magazine de la santé qui fêtent leur 15e anniversaire, que vous retrouvez tous les jours sur notre antenne. Et Marina Cardancos et Michel Sumès, qui sont d'ailleurs toujours en grande forme, vous donnent rendez-vous ce soir pour un numéro spécial à 20h30. Très heureux anniversaire au magazine de la santé. À demain. Pour toutes vos questions sur l'actu, c'est dans l'air sur France5.fr.